Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau nutriment, puisque effectivement, tu le sais bien, je fais des épisodes de podcast sur chaque nutriment. Et aujourd'hui, c'est la vitamine B1, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler de ces vitamines B que je n'avais pas encore parlé jusqu'à présent. J'avais parlé à la fois des vitamines liposolubles, donc ADEC, c'est-à-dire ADEK, également de la vitamine C, également de pas mal de minéraux, mais je n'avais pas encore parlé vraiment des vitamines B, à part la vitamine B12. Donc aujourd'hui, on va parler de la vitamine B1, puisque c'est quand même une vitamine qui, je pense, mérite d'être mieux expliquée. Parce que c'est vrai que la vitamine B1, on n'en parle pas beaucoup au niveau des déficiences, etc., hein. C'est quelque chose qui est assez rare et on va en reparler. Donc comme d'habitude, au niveau de ces épisodes sur les nutriments, eh bien le premier épisode sera vraiment sur les fonctions de ce nutriment et je ferai également un deuxième épisode sur plus globalement comment en avoir suffisamment dans sa journée, même si tu vas voir que pour la vitamine B1, c'est pas si compliqué que ça. Donc on commence tout de suite avec cet épisode sur vraiment l'aspect théorique, l'aspect fonctionnalité de la vitamine B1. Donc au niveau de la vitamine B1 concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors déjà la vitamine B1, c'est ce qu'on appelle la thiamine et c'est une vitamine, donc je vais directement commencer par ça, mais c'est une vitamine où la déficience est assez rare. C'est-à-dire que on estime qu'il y a environ 20% de la population des personnes âgées, donc 20% des personnes âgées qui ont un risque de ne pas avoir assez de vitamine B1. Alors ça peut paraître énorme, mais là quand je dis pas assez, c'est pas une vraie déficience, c'est juste des taux suboptimaux de vitamine B1. Et ça, c'est en partie lié au fait que pas mal de personnes âgées ont de moins en moins faim, ils mangent de moins en moins. Et évidemment, il y a à la fois un petit manque de vitamine B1, mais aussi un petit manque de beaucoup, beaucoup d'autres minéraux, dont certains où c'est bien pire en termes de déficience. Mais en tout cas, la vitamine B1, ça ne vient pas que de ça au niveau de la déficience, ça peut aussi venir de la prise de diurétiques, puisque la prise de diurétiques va justement augmenter l'excrétion dans les urines de la vitamine B1, et ça, et en même temps empêcher les reins de réabsorber justement les fluides dont cette vitamine B1. Donc ça peut poser justement pas mal de déficiences au niveau de la vitamine B1 et notamment des taux plus bas de vitamine B1 dans le sang, etc., hein, parce que comme beaucoup d'autres nutriments, on peut faire des tests effectivement pour voir si on manque ou pas de vitamine B1. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a également des excès d'alcool et il faut savoir d'ailleurs que tout ce qui est alcoolisme, eh bien, c'est vraiment la première cause en fait dans les pays développés de déficience de vitamine B1. À part l'alcoolisme, ça reste vraiment très rare dans les pays développés. Donc déjà, ça, sois rassuré, il n'y a pas vraiment de risque que tu sois déficient en vitamine B1. Mais effectivement, l'alcool peut, on en reparlera après, mais peut avoir un impact sur la vitamine B1, notamment en venant inhiber son absorption. Évidemment, autre cause de la déficience, c'est tout simplement ne pas manger assez de vitamine B1. Alors ça, il faut savoir que c'est plutôt dans les pays en voie de développement, pour la simple et bonne raison que effectivement la vitamine B1, eh bien, c'est une vitamine qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments, mais il faut comprendre, et ça j'en parlerai beaucoup dans l'épisode numéro 2, que on retrouve beaucoup de vitamine B1 en partie grâce à l'industrie agroalimentaire. Ça, j'en reparlerai dans un prochain épisode, et malheureusement, c'est quelque chose que les pays en voie de développement n'ont pas forcément, donc ça peut amener à des déficiences de vitamine B1. Donc voilà, pour tout ce qui est des sources, etc., je reparlerai de ça dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est-à-dire l'épisode 2 sur la vitamine B1. Ensuite, il y a également une autre cause, c'est tout simplement le fait qu'on ait plus de besoins en vitamine B1 que la moyenne des gens. Ça peut venir de plusieurs choses, soit qu'on est malade, c'est-à-dire qu'on a de la fièvre, ou ça augmente tout notre métabolisme de manière globale, et donc les besoins en vitamine B1, et je parlerai après de pourquoi est-ce que métabolisme c'est lié avec les besoins en vitamine B1. Également, le fait de faire beaucoup de sport, c'est pareil, augmentation du métabolisme, donc plus de besoins au niveau de la vitamine B1. Pareil pour le fait d'être enceinte, le fait d'allaiter également, et aussi évidemment l'adolescence qui nécessite beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est une autre chose. Et également, un dernier point qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des facteurs qu'on appelle euh, des facteurs antithiamines qui justement sont des molécules qui vont empêcher la thiamine en fait d'être correctement absorbée, ou du moins ça peut vite poser problème. Et ça justement, j'en reparlerai aussi dans l'épisode numéro 2. On va pas trop s'attarder là-dessus pour le moment. C'était juste un petit peu pour te prévenir que la déficience
elle était possible, mais qu'elle restait quand même assez rare, en tout cas pour nous, dans les pays développés. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de ça, alors il faut savoir que déjà la déficience concrètement ça se caractérise par quoi? La déficience en vitamine B1, on lui a donné un nom, c'est-à-dire la beriberi. Voilà et en fait, c'est cette maladie-là, donc c'est un en fait, le beriberi d'ailleurs c'est le beriberi. Le beriberi en fait il y a plusieurs types, c'est-à-dire que c'est une déficience en vitamine B1, mais ça se caractérise par plusieurs types. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la beriberi, enfin le beriberi, pardon, dry, le wet, également lui qui impacte plus le côté cérébral et également lui qui impacte plus le côté digestif. C'est-à-dire en fait qu'il y a quatre sous-types de beriberi, mais chacun a un petit peu ses propres caractéristiques. Par exemple, si on va sur le dry, eh bien le dry, lui, c'est plutôt des neuropathies qu'il y a. Par contre, si on va sur le wet, donc dry et wet, en fait, ça veut dire sec et humide en quelque sorte. Alors, je sais plus s'il y a exactement un terme en français pour ça. Là, pour le coup, je ne sais plus. Mais je vais dire dry et wet, juste pour qu'au moins que tu aies la différence. Mais en tout cas, pour le dry, c'est vraiment de la neuropathie. Et pour le wet, en fait, c'est de la neuropathie, mais c'est aussi des problèmes au niveau cardiologique en plus de ça. Après, il y a le côté cérébral. Alors, le côté cérébral, ça, c'est vraiment lié à des maladies neurologiques très, très spécifiques. Donc, c'est beaucoup plus rare, on va dire. Et enfin, il y a lui qui est vraiment lié au système gastro-intestinal. Donc là, c'est vraiment, ça peut vraiment amener à des acidoses, ça peut amener à des douleurs abdominales, à des nausées, à des vomissements. C'est vraiment en fait un syndrome, hein, globalement. Et ça, bah, c'est tout simplement souvent lié à une accumulation de pyruvate et de lactate parce que justement, il y a une déficience de thiamine et on en reparlera juste après. Pourquoi est-ce qu'une déficience de thiamine amène à ce genre de conséquences? Donc maintenant qu'on en a fini un petit peu avec la déficience, je vais quand même parler globalement de l'aspect fonction. Alors, l'aspect fonction, il faut savoir que c'est quand même ce qu'on veut parler dans cet épisode, mais il faut savoir que la vitamine B1, on ne parle pas souvent de ses rôles parce que soi-disant, elle n'a pas beaucoup de rôles, mais elle a quand même des rôles qui sont très très importants et je pense que tu as dû t'en rendre compte puisque effectivement, on vient de parler de la déficience et la déficience, je voulais aussi t'en parler pour te faire comprendre que simplement manquer de cette vitamine peut t'amener autant de problèmes. Eh bien, une simple déficience en vitamine B1 peut t'amener beaucoup de soucis au final. Donc, la fonction de la vitamine B1, alors il y en a plusieurs, mais avant de parler des fonctions, je pense que je vais quand même faire un petit point sur l'absorption. Donc, au niveau de l'absorption, il faut savoir que la vitamine B1, c'est une vitamine qui n'est pas absorbée sous la même forme que ce qu'elle est présente dans les aliments. Et la vitamine B1 justement, alors je voulais juste faire un petit point, mais je pense que j'en reparlerai plus en détail dans l'épisode numéro 2. Mais là, c'est pour expliquer globalement comment est-ce que l'alcool impacte l'absorption de la vitamine B1, parce que j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, l'alcool va impacter justement la, mmh, la vitamine B1 qui est sous forme libre pour être par la suite absorbée. En fait, l'alcool va justement inhiber l'ATPase qui permet à la thiamine libre d'aller dans les intestins pour être transportée de manière active. Et en fait, l'alcool va justement empêcher ça et va plus exactement diminuer de l'absorption d'environ 30% de la vitamine B1 sous sa forme libre. Donc voilà un petit peu l'impact de l'alcool. Mais je pense que j'en reparlerai dans l'épisode numéro 2, puisque dans l'épisode numéro 2, je parlerai vraiment de l'aspect concret, qu'est-ce qui empêche l'absorption de la vitamine B1. On avait parlé des facteurs antithiamine tout à l'heure, donc j'en parlerai. Également, comment est-ce qu'on en trouve, etc. Donc ça, je parlerai vraiment dans l'épisode 2. Je pense que ça sera plus concret si je parle vraiment de tout ça dans l'épisode numéro 2, c'est-à-dire dans une semaine. En tout cas, au niveau des stocks de vitamine B1, ça, j'en reparlerai aussi dans l'épisode numéro 2 parce que c'est beaucoup plus concret au niveau de, bah, en fait, si tu manges pas assez de vitamine B1, en combien de temps tu peux vider tes stocks. Je pense que ça sera plus approprié. Donc là, maintenant, on va enfin parler des fonctions de la vitamine B1. Et la première fonction de la vitamine B1, alors, bon, déjà, il faut savoir que quasiment toutes les fonctions de la vitamine B1, c'est en tant que coenzyme, c'est-à-dire que certaines enzymes sont dépendantes de la vitamine B1 pour justement bien fonctionner. Et effectivement, la vitamine B1 fonctionne en tant que coenzyme sous sa forme active. Donc là, sa forme active, c'est ce qu'on appelle la thiamine diphosphate ou alors la thiamine pyrophosphate, hein, il y a deux termes. Soit c'est la TDP,
soit c'est la TPP, mais en fait, c'est exactement la même molécule, c'est juste qu'elle a 2 termes et juste pour faire la distinction, il y a aussi une forme inactive de la vitamine B1 qui est la TMP, donc la thiamine monophosphate, donc tout simplement le fait qu'il y ait un phosphate de moins que la forme active. Et en tout cas, la forme active, elle participe en tant que coenzyme à la fois dans le métabolisme des protéines, mais également dans le métabolisme des glucides. Et c'est-à-dire que plus exactement, cette TPP, donc je l'ai appelée la TPP pour la forme active, la TPP permet de réguler la pyruvate déhydrogénase. Donc ça, c'est une enzyme qui permet tout simplement de bien mener le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, si tu ne sais pas ce que c'est en fait une grande chaîne de réactions biochimiques qui sont très importantes en fait, pour produire de l'énergie tout simplement à partir de glucides, voire même à partir de protéines aussi. Et justement, eh bien, la vitamine B1 est très importante dans ce cycle pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et il faut comprendre que à la fois cette vitamine B1 est une coenzyme de la pyruvate déhydrogénase, mais elle est aussi coenzyme de 2 autres enzymes qui participent au cycle de Krebs. Donc c'est pour ça que c'est super important, puisque justement, si en fait la vitamine B1 ne peut pas aider cette enzyme-là et que cette enzyme-là va mal fonctionner, eh bien ça empêche le pyruvate d'entrer dans le cycle, ce qui explique tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai dit que quand on a une déficience en vitamine B1, eh bien, ça amène une accumulation de pyruvate et bah, ça empêche en fait tout simplement la conversion de pyruvate en acétyl-CoA et donc bah, ça empêche tout simplement la production d'énergie à partir du pyruvate qui, pour rappel, si tu ne le savais pas, le pyruvate est obtenu notamment à partir de glucides. Donc c'est vraiment une sous-molécule en fait des glucides qui va par la suite permettre de faire de l'énergie. Et pourquoi est-ce que tout à l'heure j'ai dit aussi que ça accumulait du lactate? Bah, en fait, tout simplement parce que si le cycle de Krebs ne fonctionne pas correctement, le corps va essayer de faire autrement, parce qu'évidemment, il ne va pas se laisser mourir. Et du coup, on va aller vraiment en glycolyse en utilisant en fait ce qu'on appelle le métabolisme anaérobique. Donc, c'est-à-dire que là, on va vraiment faire de la fermentation lactique. Et donc, on va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lactate. Et c'est pour ça que ça va s'accumuler. Parce qu'au final, ça sera, on va dire, une des seules solutions possibles pour justement produire de l'énergie. Donc ça, déjà, c'est super important de le comprendre, puisque effectivement, quand on a une déficience en vitamine B1, généralement, on a des taux de lactate et également de pyruvate qui sont élevés dans notre plasma. Et ça, c'est super important de le comprendre. Et ça l'est d'ailleurs d'autant plus si on a un apport élevé en glucides, puisque comme je l'ai dit, le cycle de Krebs, c'est principalement des glucides qui interviennent dedans, hein, c'est pas la bêta-oxydation liée aux lipides. Et donc, si on mange encore plus de glucides, et bien, puisqu'il y aura encore plus d'interaction et notamment d'inhibition avec le cycle de Krebs, eh bien ça va faire qu'il y aura encore plus de lactate de produit, encore plus de pyruvate de laisser sous sa forme de pyruvate. Ensuite, autre rôle, eh bien, c'est dans le métabolisme des BCAA, donc les branched chain aminoacids. Donc ça, c'est tout ce qui est isoleucine, également la leucine et la valine. Donc ces 3 acides aminés-là, eh bien, la vitamine B1 joue un rôle dedans, puisqu'effectivement, eh bien, c'est une coenzyme, encore une fois, de ce qu'on appelle l'alpha-kétoacide déhydrogénase. Donc ça, c'est une enzyme qui permet de dégrader en fait les BCAA et qui permet par la suite de les connecter au cycle de Krebs en justement les transformant en acétyl-CoA, et cetera. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien effectivement, le pyruvate, enfin pardon, pas le pyruvate, mais les protéines peuvent aussi rentrer dans le cycle de Krebs et être transformées en énergie. À partir de là, ce qui est important de comprendre, alors déjà, il faut comprendre que dans le cycle de Krebs, tous les acides aminés ne peuvent pas rentrer. Il y en a certains qui peuvent rentrer, notamment les BCAA en partie. Et justement, ce que tu peux comprendre, en fait, c'est que si on a une déficience en vitamine B1, eh bien, le cycle de Krebs, les 2 types de molécules, c'est-à-dire les glucides et les protéines qui peuvent de base rentrer dedans, vont être beaucoup moins possibles, enfin, vont être beaucoup moins en lien avec le cycle de Krebs, puisqu'il y aura justement des problèmes au niveau des enzymes. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment que tu comprennes que le corps va aller vers la fermentation lactique, puisque c'est vraiment une des seules solutions possibles. C'est-à-dire que même la solution de prendre des protéines pour faire de l'énergie reste peu possible, ou du moins ça dépend du stade de la déficience. En tout cas, je pense que c'est quand même important de le comprendre. Donc ça, c'était pour l'autre rôle au niveau des BCA, donc un autre rôle qui est quand même très important.
Il faut également comprendre que la vitamine B1 a quelques rôles aussi au niveau du cerveau, notamment puisqu'elle participe à la production de la myéline, pardon. Donc la myéline, c'est un petit peu la petite bouée qu'il y a sur les axones des neurones. C'est un petit peu comme dans Mario Kart, en fait, c'est un petit peu les petits accélérateurs. Eh bien, la myéline, en fait, permet d'accélérer les transmissions nerveuses. Ça, c'est super important pour justement notre santé générale. Il y a également la production de certains neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, la sérotonine, l'aspartate, le glutamate. Et ça permet également d'améliorer l'apport en sérotonine et en GABA au niveau du cerveau. Donc voilà, en fait, la vitamine B1 a pas mal d'interactions aussi en tant que coenzyme, encore une fois, dans le cerveau. Et je pense que c'est assez important de comprendre ça, tout simplement. Donc la vitamine B1, je pense que j'ai à peu près fait le tour des fonctions. Alors du moins, j'en ai dit les principales. Il y en a encore quelques-unes. Alors déjà, il y en a une, c'est celles que je vais dire là sont un petit peu, c'est pas qu'elles sont moins importantes, mais du coup, elles sont moins étudiées, donc on en sait moins. C'est pour ça que je l'ai dit à la fin. Mais en tout cas, dans les peroxysomes, donc les peroxysomes, c'est un petit peu des molécules, enfin, c'est un petit peu en fait des pièces des cellules, c'est-à-dire que il faut imaginer que ta cellule, chacune de nos cellules est une maison, et dans les maisons, il y a différentes pièces, et en fait, le peroxysome, c'est une des pièces de cette maison, justement. Et la TPP, donc la forme active de la vitamine B1, est justement, a un rôle en fait dans le métabolisme des acides gras dans les peroxysomes, puisqu'effectivement les peroxysomes ont des procédés d'oxydation, et là ici c'est pas la bêta-oxydation qui est le phénomène le plus connu avec les acides gras, mais c'est l'alpha-oxydation, et la TPP a un rôle là-dedans, voilà un petit peu un petit rôle de métabolisme dans les acides gras, enfin avec les acides gras. Ensuite, il y en a un autre, c'est dans ce qu'on appelle le pentose phosphate pathway. Je ne sais plus comment on le dit en français, ce terme-là. Je ne sais plus s'il a un autre terme ou si c'est juste une traduction en tant que telle. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est un petit peu comme le cycle de Krebs. En fait, c'est une chaîne de réaction, mais cette fois-ci qui se produit vraiment dans le cytosol, donc le cytoplasme de la cellule. C'est un petit peu comme le jardin de la cellule, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire que tu as ta maison, tu as les différentes pièces et tu as vraiment le jardin de la cellule de cette maison justement qui est en fait en dehors de ces pièces-là, mais qui est très très grand. Et justement en fait la B1 permet, enfin du moins la B1, on a remarqué que la B1 était liée à un bon niveau de transkétolase, pardon, qui sont des enzymes en fait importantes pour justement ces réactions en chaîne. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour le métabolisme, puisque effectivement, ces réactions en chaîne sont aussi une part importante du métabolisme du corps. Enfin, dernier point, c'est qu'on a remarqué que la vitamine B1 avait un potentiel rôle d'antioxydant. Alors, c'est beaucoup moins étudié pour le coup, hein, on n'en sait pas beaucoup, mais en tout cas, il semblerait que la vitamine B1 a un rôle avec les ROS pour justement enlever ce qu'on appelle le radical hydroxyle, donc le HO-. Et eh bien, ça pourrait potentiellement aider avec l'aspect anti-inflammatoire, l'aspect anti-tumeur, et ça pourrait avoir un intérêt avec le système immunitaire, mais encore une fois, ça reste pas mal hypothétique. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'effectivement, la vitamine B1 aurait des interactions comme ça, mais on n'en sait pas encore énormément, mais je voulais quand même poser ça ici. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Dans le prochain épisode, on parlera vraiment de l'aspect concret, de l'aspect comment avoir suffisamment de vitamine B1, quels sont les points à faire attention, et également, je parlerai un peu plus de l'absorption au début pour que tu puisses vraiment te rendre compte de comment ça se passe pour par la suite parler vraiment de comment en avoir dans ton alimentation. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à rester connecté pour aller justement écouter l'épisode 2 dans une semaine. Mais en attendant, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger mon PDF dans ma bio, donc dans la description du podcast qui est sur les carences alimentaires.